pour aller soigner, j'ai le devoir d'aller me mêler des affaires d'un pays qui n'est pas le mien ou d'une institution dont on veut m'empêcher de franchir la porte. Aujourd'hui, cette ingérence-là, elle est presque proscrite, parce que si on n'a pas la bénédiction de gouverneur d'une telle province, ou d'un tel je ne sais pas quoi, ou d'un tel gouvernement, on n'ira pas. Eux-mêmes, les médecins du monde, se sont toujours déclarés être des faiseurs de droit. Des faiseurs de droit parce que faiseurs de tapage d'abord. Or le droit, bien souvent, ça commence par le tapage. Alors le droit d'ingérence, c'est presque l'inverse. Ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, on dit, l'ingérence doit devenir un droit. Donc nous revenons sur le chemin du droit. L'ingérence, c'est un outil, c'est un instrument. C'est-à-dire que quand on est effectivement face à des populations qui sont complètement captives, de dictateurs, de militaires, il faut invoquer le droit d'ingérence, parce que nous, on a un devoir d'ingérence vis-à-vis des populations captives. Et à ce moment-là, le droit d'ingérence permet d'utiliser des moyens, et bien souvent la force, pour forcer le passage et arriver à ces populations. Heureusement que grâce au droit d'ingérence, dont je le répète, l'initiative morale est partie des médecins et ensuite a été reprise grâce à la diplomatie française et dans le droit international, fait des progrès considérables. Je bafoue la loi des hommes. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons déclaré. Nous n'avons pas le droit d'aller en Afghanistan pendant la guerre sans demander un visa, ce qui est tout à fait normal. Nous voulons aller vers les gens qui ont le plus besoin de nous, c'est-à-dire à l'époque les Moudjahidines. Eh bien, nous nous passerons de la loi et nous irons là-bas. Je n'étais pas encore allé en Afghanistan et j'étais quand même fasciné par ces gens qui allaient là-bas, de l'autre côté de la montagne, en haut, il fallait passer la passe de Raiber, et qui revenaient avec surtout des témoignages. Parce que il ne faut pas se leurrer, l'humanitaire au départ, c'était extrêmement artisanal et on ne partait pas avec grand-chose. Sous les bombes, il y a des villages, des maisons, des familles. En moyenne, 85% des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le bilan est lourd. Proche de la base des Moudjahidines, un dispensaire où des médecins du monde soignent malades et blessés. Le droit d'ingérence, c'est le droit donné à celui qui peut quelque chose pour les autres, d'aller s'occuper des autres. Et c'est là que ça rejoint un devoir, comme on pourrait dire, si comme médecin ou comme humain d'ailleurs, on m'informe que des gens sont maltraités et si j'y peux quelque chose, j'ai le devoir d'agir. Modèle du devoir médical. À Herat, peu d'ONG sont venus. Je pense qu'il en viendra d'autres parce qu'il faut faire ce pari de la stabilité et de toute façon de l'urgence des gens qui sont ici et des séquelles de la guerre et des choses. Mais on a envie de dire pourquoi cet oubli. Aujourd'hui, le vrai slogan, ça serait toujours soigner, bien sûr, mais plus que témoigner, ça serait le plaidoyer pour défendre, pour accuser. Je pense que c'est beaucoup plus comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui sur l'aspect témoignage. L'Afghanistan, avec dans 18 villes de France ce matin une action symbolique de Médecins du Monde, des statues recouvertes d'un voile, comme les femmes afghanes, des tcharis obligatoires et pour tout le monde. Levons le voile sur la catastrophe humanitaire, titraient les tracts. C'est symbolique, c'est pour alerter l'opinion publique, parce que pour Médecins du Monde, la réponse à apporter aux talibans doit être politique. Mais les humanitaires font partie maintenant de politique. Les humanitaires vont témoigner à la tribune des Nations Unies. Les humanitaires vont à Bruxelles auprès de la Commission européenne. Les humanitaires vont à Genève auprès de la Commission des droits de l'homme. Donc les humanitaires sont devenus, et ça c'est nouveau par rapport à la création de Médecins du Monde il y a 25 ans, les humanitaires sont devenus des acteurs à part entière. Et c'est pour ça qu'on les flingue sur le terrain, c'est pour ça qu'on les tue. Une organisation qui a pris un créneau, mais qu'elle occupe d'une façon formidable, c'est la chaîne de l'espoir. L'idée de départ était d'une logique incontournable, c'était dans beaucoup de pays en voie de développement, les conditions techniques, les plateaux opératoires ne permettent pas de traiter des affections très graves, notamment des affections cardiaques chez des enfants, et ils vont mourir. Allons étudier sur place les dossiers, prenons les plus graves, c'est ramenons-les en France, ayons des accords avec les hôpitaux publics pour les faire opérer, soit pour rien, soit à tarif coûtant, très préférentiel, etc. Et une fois guéris, on les rend à leur pays d'origine
pas comme une charge pour la société de leur pays, mais comme des individus normaux, réparés, etc. Vous savez, c'est très dur lorsqu'on est médecin, et encore plus chirurgien, lorsque vous voyez un enfant, quelque part dans le monde, au Vietnam, au Cambodge, en Afrique, et de savoir que vous avez la solution pour cet enfant, et de ne pas, au fond, le sauver. Et alors ça, évidemment, c'est très poignant, c'est très répétitif, beaucoup de médecins supportent très mal cela. C'est quelque chose qui va visiblement être, qu'on peut supposer qui va être complètement formateur pour cet enfant. J'ai été reçu en France, pas seulement opéré par des docteurs, mais aussi il y avait une famille, il y avait des gens qui pensaient à moi, ça c'est formidable. Lorsqu'on a commencé à travailler pour de bon sur la précarité en France et qu'on comparait par exemple le vieillissement entre des populations de travailleurs migrants et le vieillissement ou l'état de morbidité de gens qui appartenaient à des milieux défavorisés en France. Les cohortes dont on s'est servi, c'était les consultations de MDM. 15 mois. Vous êtes logé quelque part? Très mal à ses doigts. Vous faites des étangs? Comme ça. Depuis combien de temps vous avez ça? Il y a longtemps. Depuis qu'il fait froid? C'est pour une patiente que nous voyons, nous avons vue hier, que nous revoyons aujourd'hui, chez qui il y a peut-être une suspicion de lèpre et qui nous dit avoir été suivie à la Pitié en 85. C'est vrai. Je pense pas, j'ai fait beaucoup de démarches, j'ai tapé à toutes les portes. Il n'y a eu aucun résultat. Comme il a un œdème, c'est ça qu'il lui faut. Ça sera quand même mieux que vos petits chauffants d'hôpital. Hein. Ouais. Voilà. Alors là, dans c'est ce bien. cas, que dois-je faire? Parce que Voilà. d'habitude... Tu vas mal quoi dans ma tête? Oui, vous pouvez me raconter un peu? Bah pour l'instant mes enfants ils sont pas avec moi. Il n'y a pas un médecin qui vous suit pour Il n'y a la grossesse? rien. J'ai même pas fait une échographie, j'ai rien fait. Avec quoi? J'ai pas de papier. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me mettent en prison, ils m'expulsent, On continue de... Mon travail, oui, c'est l'écoute, mais c'est surtout l'orientation au maximum vers le droit commun, même si la population qu'on reçoit, le droit commun, il n'y a pas tellement accès, sauf pour l'aide médicale et tout ça. Nous, notre but, c'est vraiment de remettre les gens dans le circuit normal. On estime que nous, on n'est pas normal, entre guillemets. On ne veut pas faire un ghetto de soins de deuxième zone. Il y a beaucoup de trucs ici. Moi, je suis venu passer le réveillon de Noël ici. Ah ouais. Ouais. Vous avez vu qu'on donne pas mal de bains de pieds. Les pieds, c'est très important. Ils n'enlèvent pas leurs chaussures pour dormir parce qu'ils se les piquent. On avait décidé de fermer au bout d'une année et on est toujours là. Ce qui légitime le fait que l'on fait à la place du système de la solidarité générale, c'est parce que sans arrêt on interpelle cette solidarité générale pour qu'elle se réforme ou qu'elle ne soit pas injuste ou qu'elle traite tout le monde pareil. C'est parce que nous étions, je crois, moins institutionnalisés que Médecins sans frontières que nous avons appréhendé avant Médecins sans frontières la nécessité d'ouvrir une mission domestique. L'action qu'a menée MDM en France, que ce soit sur les seringues, sur les dispensaires, disons, pour les exclus des soins, les centres médico-sociaux plutôt, tout ça a de grands mérites et je pense qu'on a été vraiment là très complémentaires. MDM a été très pionnier dans pas mal de choses. De ce point de vue-là. Je me rappelle aussi des empoignades assez fortes au sein de Médecins du Monde, des autres médecins disant mais non, on n'est pas fait pour ça. C'est pour montrer un autre regard qu'on peut porter sur les personnes qui sont dans la rue, parce que d'abord c'est une population hétérogène, c'est des gens qui viennent de quelque part, qui sont une histoire, hein. C'est pas des gens qui sont nés dans la rue, on est en France. C'est propre, la structure elle est sympa, l'accueil elle est correct, les gens ils sont pas malades, j'apprécie. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien, il n'y a pas de bagarre. Parce que le semi-social, il faut dormir habillé. Mais là, dans tous les contextes, il faut dormir à poil. Excusez-moi de l'expression. Je sais que ça c'est un truc dont souffrent tous les humanitaires, c'est que les missions dont ils sont le plus fiers ne sont pas celles dont ils peuvent toujours se vanter vers le grand public. Par exemple, des missions auprès des toxicomanes. Par exemple, il y a un programme qui est très intéressant de Médecins du Monde en santé publique en France.